Bienvenue. Il y a des semaines comme ça où franchement, le monde de la finance semble marcher sur la tête. Ah oui, complètement. D'un côté, on a les chaînes d'infos qui paniquent, qui tournent en boucle sur une baisse vertigineuse de 0,10% du CAC 40. Une égratignure. Voilà, une égratignure. Et de l'autre côté de la planète, presque dans l'indifférence générale ici, une boîte chinoise de semi-conducteurs. Elle s'envole de 425% le jour de son entrée en bourse. C'est ça. C'est ce grand écart, ce chaos apparent qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Oui, et pour démêler tout ça, on a plongé dans une newsletter financière qui a couvert cette semaine de dingue de début décembre 2025. D'accord ? Notre mission, en quelque sorte, c'est de trouver la logique derrière ce qui ressemble à un grand n'importe quoi. Et on va essayer de répondre à une question qui obsède, je pense, tous les investisseurs. Quand les grands indices semblent à l'arrêt, où va vraiment l'argent intelligent ? C'est la question à $1 milliard. Donc, on a 3 pièces dans ce puzzle qui ressort de nos sources. D'abord, cette nouvelle guerre froide technologique, la guerre des puces. Oui. Incarnée par cette IPO chinoise complètement folle. Ensuite, on verra que l'Occident n'est pas en reste, avec une vraie explosion des valorisations dans l'IA. Absolument. Et enfin, la clé de voûte de tout ça. Un seul événement, une seule date qui tient tout le monde en haleine. La décision de la Réserve fédérale américaine, la Fed, le 10 décembre. Le fameux 10 décembre. Alors, commençons par ce chiffre qui donne le tournis. Plus 425% en une seule journée. C'est fou. On dirait une faute de frappe. Ça concerne donc une société, Moore Trades, à la bourse de Shanghai. Racontez-nous un peu, c'est quoi cette boîte pour provoquer un tel séisme ? Alors, Moore Trades, c'est un concepteur de puces d'IA, un concurrent direct du géant américain Nvidia. D'accord. Et le petit détail qui n'est pas anodin, c'est que son fondateur est un ancien ponte d'Nvidia. Ah, quand même. L'histoire est déjà belle, mais pour expliquer la flambée, il y a un premier chiffre encore plus fou que les 425%. Ah oui. Lors de l'introduction en bourse, la demande des investisseurs a été 4000 fois supérieure au nombre d'actions disponibles. Attendez, 4000 ? 4000 fois. Mais c'est de la folie pure. J'essaye de visualiser ce que ça représente. C'est comme si tout Paris voulait acheter le même appartement le même jour. C'est exactement ça. Le système a surchauffé. Incroyable. C'est un signal d'une puissance inouïe. Et il ne sort pas de nulle part. Non, j'imagine. Il faut le remettre dans le contexte de la guerre techno entre Washington et Pékin. Les États-Unis ont interdit à Nvidia de vendre ses puces les plus avancées à la Chine. Le fameux tech ban. Voilà. Et la réaction de Pékin a été immédiate, hyper soutenir massivement ses propres entreprises. Pour créer des champions nationaux. Exactement. Pour atteindre l'indépendance technologique. Du coup, ce qu'on a vu avec Moore Trade, c'est moins une bulle spéculative classique qu'un FOMO, cette fameuse peur de rater le coche, mais un FOMO à l'échelle d'une nation, quoi. C'est du patriotisme économique injecté direct dans la bourse. C'est une perspective fascinante, mais est-ce que ce n'est pas juste une bulle habillée de patriotisme pour faire joli ? On a déjà vu ça, non ? Des boîtes soutenues par un État qui s'envole et puis... Et qui s'effondre ? Voilà. Qu'est-ce qui est différent ici ? C'est une excellente question, et l'analyse est très claire là-dessus. Il ne faut surtout pas voir ça comme un signal d'achat. Ah non. Absolument pas. Tenter d'entrer sur une action qui a déjà pris 425% en quelques heures, c'est jouer à la roulette russe. C'est du casino. C'est ça. Les gains ont été faits par les initiés, ceux qui ont eu accès à l'IPO. Pour tous les autres, c'est trop tard. D'accord. Donc on regarde le feu d'artifice de loin, mais on ne s'approche pas. C'est sage. Mais c'est aussi un test psychologique incroyable pour l'investisseur qui voit plus 425% et... Et qui se dit qu'il rate le train de sa vie. Exactement. Absolument. Et c'est là qu'il faut lire entre les lignes. L'info importante, ce n'est pas l'opportunité d'investissement, c'est le signal stratégique. D'accord. Ce que ça nous dit, c'est que la course à la suprématie dans l'IA est entrée dans une nouvelle phase beaucoup plus brutale. Le monde entier cherche des alternatives à la domination de Nvidia. Et la Chine met le paquet. Elle met des moyens colossaux sur la table et ça crée un appel d'air pour d'autres champions locaux. Et pas seulement en Chine d'ailleurs. Ok, donc la Chine est en mode forteresse assiégée, elle construit ses propres champions à marche forcée. Mais pendant ce temps, est-ce qu'on se tourne les pouces en Occident ? Loin de là. Ou est-ce qu'on a nos propres fusées qui décollent ? L'écosystème occidental est en pleine effervescence. On voit des performances annuelles vraiment spectaculaires. Credo Technologies à plus 180% et surtout Palantir. Palantir, oui. Une entreprise de logiciels d'IA qui affiche plus 138% sur l'année. Palantir en particulier a été au centre de toutes les attentions.
Oui, et le catalyseur, si j'ai bien lu, c'est une note d'analyse d'une banque d'investissement Wedbush. Oui, Ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, comme on dit. c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont publié une note qui a eu l'effet d'une bombe. Hmm. Ils suggèrent que Palantir pourrait atteindre une valorisation de 1000 milliards de dollars, 1 trillion, comme ils disent. 1000 milliards. Pour donner un ordre de grandeur, c'est le club très fermé d'Apple, Microsoft ou Nvidia, justement. C'est vertigineux. Pour une boîte de logiciels même très bon, sur quoi ils se basent pour sortir un chiffre pareil? C'est de l'enfumage ou il y a du solide derrière? C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analyse de Wedbush, elle ne se base pas sur de vagues promesses. D'accord? Elle décortique les plateformes de Palantir, Foundry, EIP, Ontology. En fait, ce ne sont pas juste des outils d'analyse de données. Ce sont de vrais systèmes d'exploitation pour les entreprises et les gouvernements. C'est-à-dire? Ils permettent d'automatiser des processus extraordinairement complexes. Et la source insiste sur un point, la demande pour ce genre de solution est qualifiée d'explosive aux États-Unis. Donc on n'est pas dans le baratin habituel de la tech, basé sur des espoirs futurs, on parle de contrats, de cash flow. Précisément. Et c'est ça qui donne de la crédibilité à la thèse. Palantir a signé un contrat de 10 milliards de dollars avec l'armée américaine. 10 milliards. Ce n'est pas juste un gros contrat, c'est une validation stratégique au plus haut niveau. L'armée américaine ne signe pas un chèque pareil sur une simple promesse, non? Exactement. Et au-delà de ça, ils ont noué des partenariats avec tout l'écosystème IA. Nvidia pour le matériel, Snowflake pour les données. Ils se positionnent comme une infrastructure essentielle de l'économie de l'IA. D'accord, La croissance est tirée parce que leurs logiciels font déjà, pas parce qu'ils pourraient faire un jour. je vois. On a donc ces deux mondes, la Chine et l'Occident, qui courent sur des pistes parallèles, mais dans la même course effrénée à l'IA. C'est ça. Pourtant, la source insiste, tout cet édifice, aussi impressionnant soit-il, repose sur une seule et même fondation qui pourrait... Se fissurer. Et cette fondation, c'est la Réserve fédérale américaine. Pourquoi cette réunion du 10 décembre est-elle à ce point le centre de l'univers financier? Parce qu'elle est perçue comme leur robinet. Le robinet qui contrôle tout le flux d'argent dans le système. D'accord. Les chiffres de la source sont éloquents. 87% des investisseurs professionnels anticipent une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed. 87%, c'est un consensus énorme. C'est massif. Et derrière cette attente, il y a la fameuse logique de l'argent facile, c'est ça? C'est tout à fait ça. La mécanique est simple, mais redoutablement efficace. Quand la Fed baisse ses taux, emprunter de l'argent coûte moins cher. Logique. Cet argent, qui devient donc plus abondant, plus facile, il doit bien aller quelque part. Et il se dirige en priorité vers les actifs jugés plus risqués, mais à fort potentiel. Comme les actions de la tech. Exactement. En gros, la Fed devient un peu le barman qui annonce que la tournée est pour lui. Forcément, l'ambiance devient plus festive. Et on prend plus de risques. Non? On a l'impression que le marché ne sait plus fonctionner sans sa dose. C'est une forme de dépendance, oui. Et il y a même un facteur politique qui vient renforcer ça, si j'ai bien compris. Oui, c'est un point subtil mais important. Les marchés anticipent un changement à la tête de la Fed. Ah, Le mandat de l'actuel président, Jerome Powell, arrive à son terme et le nom qui circule pour le remplacer, c'est celui de Kevin Hassett. et ce asset, il est perçu comment? Il est perçu comme beaucoup plus accommodant, c'est le jargon. Ça veut dire qu'il serait plus enclin à ouvrir les vannes du crédit pour soutenir l'économie. Cette seule perspective suffit à doper l'optimisme. Donc, si je résume, tout ce château de cartes, la IPO chinoise, la valo de Palantir, tout ça tient sur le postulat que le barman va bien offrir sa tournée le 10 décembre. C'est exactement ça. C'est le point de bascule. D'accord. L'analyse qu'on a épluchée dessine très clairement deux scénarios. Le premier, c'est celui que tout le monde attend. La Fed baisse les taux. Et là, Dans ce cas, la Fed continue. L'argent reste quasi gratuit et les actions de l'IA peuvent continuer leur ascension. et le Bitcoin dans tout ça. Il a pris une claque cette semaine-là, une baisse de 7% qui a rendu pas mal de monde nerveux. Notre source le décrit un peu comme le canari dans la mine de charbon de la liquidité. J'aime bien l'image. Il est ultra sensible à ces anticipations. Sa baisse de 7% était le symptôme de la nervosité avant la décision. Mais si le scénario 1 se confirme, si la Fed ouvre les vannes, l'analyse prévoit un rebond très violent du Bitcoin. Ah oui, ok. Oui, les prévisions les plus optimistes le voient remonter vers la barre symbolique des 100 000 $. D'accord. Ça, c'est pour le scénario où tout se passe bien. Et le deuxième scénario, celui dont personne ne veut parler. C'est le scénario que la source nomme le crash. Rien que ça. La Fed prend tout le monde à contre-pied. Elle ne baisse pas les taux, pire, elle adopte un ton ferme. La lutte contre l'inflation n'est pas terminée. Voilà ce genre de phrase.
Ce serait le rideau qui tombe en plein spectacle, le silence glacial. La fin de la fête. L'argent cesserait d'être facile du jour au lendemain. Et là, les valorisations extrêmes des boîtes de l'IA, qui ne sont soutenues que par cette promesse d'argent facile, elles pourraient s'effondrer. Un réveil brutal. Très brutal et très douloureux. C'est fascinant. Donc, si on essaie de synthétiser, l'erreur fondamentale serait de garder les yeux rivés sur le thermomètre général, le CAC 40 qui bouge à peine. Oui, Alors qu'il y a une fournaise dans la pièce d'à côté, celle de l'IA, et que tout qui ça dit que la va maison risque de prendre feu en fonction d'un seul interrupteur à Washington. Vous me mettez le doigt dessus. La leçon principale de ce document, c'est qu'il faut arrêter de regarder l'indice général quand des révolutions sectorielles aussi profondes sont en cours. La composition du CAC 40 avec beaucoup d'entreprises de la vieille économie ne reflète absolument pas cette dynamique. C'est comme regarder la météo à Paris pour savoir quel temps il fait à Singapour. Il faut donc complètement changer de question. Précisément, la bonne question, ce n'est plus le marché monte ou il baisse, mais où va l'argent intelligent ? C'est un jeu de flux. C'est un jeu de flux, pas de niveau. Et la réponse donnée par nos sources pour décembre 2025 est limpide. Il se rue vers l'IA, en Chine comme en Occident, et vers tous les actifs qui profitent de l'anticipation d'un retour de l'argent facile. D'accord. La clé, c'est de comprendre cette dynamique de fond, cette tectonique des plaques financières, plutôt que de réagir aux vagues de 0,10% à la surface. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que le marché est tout sauf un bloc unifié. Absolument pas. Pendant que les indices européens donnent une impression de calme plat, une guerre économique et géopolitique d'une intensité folle se joue dans la tech. Une guerre nourrie par la rivalité sino-américaine d'un côté et par la dépendance aux banques centrales de l'autre. La surface de l'océan est calme, mais en profondeur, les courants sont puissants. Puissant, rapide et décisif. Et le 10 décembre sera le juge de paix. C'est la date qui confirmera ou infirmera cette thèse de l'argent facile. C'est le moment de vérité. On a tendance à l'oublier, mais les taux d'intérêt sont le centre de gravité de toute l'économie. Ils fixent le prix de l'argent et donc, indirectement, la valeur de tout le reste. Les actions, la crypto, l'immobilier, tout est connecté. C'est une excellente conclusion. Et pour laisser une dernière pensée, cette analyse montre de manière très concrète comment la rivalité entre les États-Unis et la Chine ne se joue plus seulement sur le terrain militaire ou diplomatique. Non, c'est aussi financier. Ça crée des champions boursiers, ça draine des capitaux colossaux et ça soulève une question pour l'avenir. Si aujourd'hui le champ de bataille financier, c'est la puce IA. Demain, ça pourrait être quoi ? Demain, ça pourrait être la batterie nouvelle génération, la génomique ou l'accès à l'espace. On entre peut-être dans une nouvelle ère où les plus grandes opportunités ne seront plus dictées par la pure logique économique, mais par l'agenda stratégique des nations. Une réflexion à méditer.